écouter ce récital. T'as pas allumé ton micro, pardon. Je reprends. Bonsoir. Merci d'être venu écouter ce récital qui est un récital extrait du livre Désir d'alliance, un ensemble de textes que j'ai appelé poésie. Poésie, c'est l'articulation du récit et de la poésie. Ça s'écrit P-O-T-I-E comme la Boétie. C'est donc une forme un peu particulière qu'on va avoir l'occasion de vous présenter ce soir. Ce matin encore, la terre a décidé d'épouser le ciel. Silencieusement, saluée par le seul vol d'oies sauvages. Je le sais parce que la brume lui a servi de voile. Et moi, devant ces épousailles grandioses, je me suis senti petit garçon d'honneur. Je vais vous raconter l'histoire de l'homme qui laisse à désirer. Longtemps, les gens ont dit de lui, c'est un homme qui laisse à désirer. Il se méfiait, les gens, lorsqu'ils le croisaient. Sa mise n'était pas ordinaire, non plus que son regard. Il lui disait peu de choses, ne sachant ce qu'il en ferait, mais lui n'avait pas besoin qu'on lui parle pour comprendre. Sa vie d'apparence misérable leur semblait aller à volo, alors qu'il empruntait, pour eux, des chemins d'alliance. Il était l'ami des oiseaux, avec lesquels il s'entretenait
d'ailes, de nids, de chants, d'orages. Lorsque les gens voyaient son chapeau flotter sur la campagne, ils se demandaient après quoi il pouvait bien courir. Et puis un jour, ils ont appris sa mort. Alors, leurs yeux se sont ouverts. À travers d'innombrables écrits découverts dans sa modeste demeure, ils se sont vus comme jamais ils n'auraient cru un jour se voir. Ils ont vu le cours de leur existence magnifié dans des quatrains lumineux, leur zone d'ombre éclairée par son regard bienveillant, les coins obscurs de leur âme dépliés pour être tournés vers la lumière, l'articulation mise à nu de leurs espérances, de leurs craintes. Des collines, des ruisseaux, des plaines, ils ont vu le plus intime qui leur avait échappé. Ils ont vu, de leurs yeux vus, le lien invisible qui traverse tout ce qui vit. Ils ont senti, entre eux, passer un amour brûlant et lourd comme le métal. Alors, ils ont compris tout ce qu'il leur avait laissé à désirer. Une autre histoire, d'un autre genre, celle du funambule. Vivre n'est pas une mince affaire. C'est une entreprise périlleuse que d'avancer sur la corde tendue entre la naissance et la mort. Il lui a fallu du courage pour se lancer et affronter les lois de la gravité. C'est une chose grave que de vivre sans tomber dans la vacuité. Il tente pour cela de réunir les biens qui vont l'empêcher de voir le vide. Il amasse, il accumule des trésors censés affermir ses pas. Mais bientôt, leur poids finit par l'encombrer et le faire chanceler. Alors, il s'accroche à des idées. Mais les idées ont leur vie propre, elles vont, elles viennent, et un jour le laissent tomber. Alors, il se tourne vers le ciel pour éviter de regarder en bas. Il attend de lui d'être porté par un verbe soutenu, et le ciel invariablement de lui dire « Aide-toi et le ciel t'aidera. Allège-toi de tout ce qui te pèse et t'encombre et porte-toi bien. » Il met longtemps avant de comprendre qu'il ne doit rien retenir. On est ce que l'on donne, la rose, le sang, l'étreinte. Dès lors, plus il avance et plus il éprouve le besoin de devenir don, de ne rien garder pour lui que ce qui va le maintenir en équilibre. Ainsi, quand arrive le dernier pas, il ne lui reste plus que lui, affranchi, avec sa chair, avec ses os, avec son âme,
avec ses liens ténus. Alors, comme la mort l'y invite, il lui laisse son habit de funambule. Et il la salue bien bas, car au moment de glisser sur le grand canapé, sans la prendre de haut, le voilà qui s'envole, avec son âme, avec ses liens, qui ne pèsent rien. Si peu de toi. Si peu de toi dans un grain de lumière. Et pourtant, ta trace irreconnaissable, luisante comme une étoile, qui aurait parcouru un ciel de G entre alpha et oméga. Aimer la lumière, la tenir entre ses deux mains, sentir comme elle est fragile, comme elle ne vit que reliée à sa source. Comme confiante, elle devient source elle-même. Qu'elle naisse d'un regard, et c'est un transpercement. Qu'elle vienne des flammes, et c'est un embrasement. Qu'elle vienne d'un soleil lointain, et c'est le jour, tout simplement. Aimer la lumière, comme on aime un enfant. La protéger des prédateurs obscurs. Lui ouvrir la porte lorsqu'elle s'invite. Elle arrive toujours timidement, accompagnée d'un bouquet de jours. Il n'est que de voir l'attente du matin pour savoir combien elle lui est précieuse, et celle des jeunes feuilles à peine écloses pour comprendre la soif du printemps. Aimer la lumière, comme on aime un enfant. Lorsqu'elle se glisse dans une fêlure, c'est qu'elle est enfermée à l'extérieur, me dit celui qui allume les yeux des sans-espoir, en tournant la poignée. Il a beaucoup à faire, tant d'âmes closes, tant de cœurs comme des greniers où l'amour gît dans des valises. Il a beaucoup à faire, l'ange, qui porte la lumière à ceux qui l'aiment comme on aime un enfant.
La vie, la mort. Ce que m'a dit la mort à propos de la vie n'est pas à répéter. Elles ne se sont jamais bien entendues. Quand l'une dit blanc, l'autre dit noir, quand l'une dit toujours, l'autre dit jamais, à croire qu'elles ne sont pas sœurs, issues de la même veine, du même moule, pour s'inscrire chacune dans un cycle qui les dépasse et les rend inséparables. Que serait la vie sans la mort, et réciproquement? S'il y en a bien deux qui sont liées à la vie et à la mort, ce sont bien elles, malgré ce qu'elles peuvent en dire. Au lieu de coopérer, elles se chamaillent. La vie dit qu'elle est plus forte que la mort. La mort lui rétorque qu'elle ne tient qu'à un fil. Et elles se tournent le dos, elles se font la gueule. Résultat, tout ce qui vit a peur de mourir, et tout ce qui meurt ne sait pas qu'il sert la vie. Or, pas un atome, pas une particule ne se perd qui tantôt participe de la vie ou de la mort. Je rêve de les réconcilier, de leur faire comprendre qu'elles sont inséparables, qu'elles ont besoin l'une de l'autre, non pas pour vivre, mais pour exister. Que serait la vie sans une fin annoncée, sinon une platitude d'une langueur interminable, sans urgence, donc sans espérance, sans désir, un ennui mortel, sans la mort pour délivrance. Et que serait la vie sans... Et que serait la mort sans cette flamme rouge sombre qui perce sa nuit, qui l'éclaire de sa promesse, qui l'illumine de sa passion, avant de retourner la féconder dans un cycle infini? Non, vraiment, ces deux-là feraient mieux de s'entendre, au lieu de nous prendre comme otages de leur querelle, en nous faisant croire que nous pourrions passer de la vie à trépas, sans peur, sans effroi. Mais si elles ne se disputaient plus la prééminence, si elles acceptaient leur indissociabilité, nous pourrions passer de l'aile douce et légère de la vie au lit moelleux et profond de la mort, sans effroi. Certain qu'un jour, dans 100 ans, 1000 ans, une éternité, nous sentirions à nouveau passer le souffle de l'aile. Libre à nous alors de grimper pour un nouveau voyage ou de rester confinés, bien au chaud, et de passer notre tour. Je vais vous dire un conte, le conte du temps réfugié. À l'abri, derrière une barrière, sous un vieux chaudron rouillé, le temps s'est réfugié, las de poursuivre sa course.
Chaque génération lui demandait d'aller plus vite. Et comme il ne sait pas résister le temps, car il va de l'avant, il s'est mis à accélérer pour faire plaisir. Et chacun de rêver qu'il pourrait ajouter des jours à la course du soleil, des minutes au cadran de la montre pour aimer, gagner, vivre plus. Mais bien vite, le temps s'est aperçu que plus il accélérait et plus ils en demandaient. Leur appétit était insatiable, jamais ils n'avaient assez de temps. Ils ne savaient plus fournir. Aux abois, poussé dans ses retranchements, haletant, il a retourné les pouces et s'est couché sur la mousse. Il est devenu ici l'ami du chèvrefeuille, des enfants et des amoureux qui viennent cacher leur jeu mutin derrière cette barrière dans ce coin perdu où le temps s'est arrêté. À l'ombre de nos aînés. Nos aînés sont des arbres à l'ombre desquels nous avons grandi. Lorsqu'ils se couchent, nous vacillons. Nous ne sommes plus protégés. Jusqu'au voile de leur ombre nous manque. Il nous faut alors prendre toute notre place et devenir ceux à l'ombre desquels grandissent d'autres, avant que vienne le temps de nous coucher, nous aussi, pour les rejoindre. La promise. C'est sous le doux nom de délivrance qu'elle s'était présentée à lui lorsqu'il l'avait appelée. Il lui avait demandé de prendre sa main et de l'emmener avec elle en voyage, loin, au-delà de tout. Mais la promise avait décliné. Trop d'attaches le retenaient encore. Son ombre n'était pas encore diaphane. « Je reviendrai, lui avait-elle dit,
quand le moindre rayon de lune te traversera comme une feuille. Lorsque plus aucune aspérité n'empêchera ton souffle de glisser, ni soif, ni désir, ni attente. Lorsque tout aura été transformé, épuré, ramené à la forme originelle dont ton corps a été pétri, alors je te prendrai par la main et je te conduirai à travers le temps sans temps, l'espace sans espace, jusqu'à ce lieu où tu as été engendré, où vide et plein se confondent, où matière et lumière ne font qu'un, où tout est accompli. Une petite chose fragile. C'est une petite chose fragile que le tableau de sa maman, où se tient sa maman, sous l'œil de deux moutons rieurs. Des moutons qui veillent sur elle, dans la chambre rose, où elle a posé sur la table de nuit deux minuscules encres. Le tableau défraîchi et un écrin qui bâille. De cet écrin, trop petit, tel une huître dont les perles débordent, s'échappe un collier qu'elle a pris soin de glisser dans la valise hier au moment du départ pour l'accompagner, avec le cadre et une broche en forme de papillon, sertie de pierre, qui la faisait briller. Elle l'a portée hier encore, coquettement, pour se plaire et plaire à son mari qui ne l'a pas accompagnée. Elle sait qu'il a préféré rester chez eux, là où leurs enfants ont grandi, là où partout règne encore sa présence. Une présence de plus de 70 ans, au milieu des enfants, des repas de famille, dans l'odeur de cire, de lessive, avec le chat et avec le chien, qu'elle appelait son gamin. Un gamin qu'elle ne reverra plus. On ne laisse pas rentrer les chiens à la maison Sainte-Catherine, qui abrite la chambre rose, où la retiennent ses amarres. Peut-on parler d'amarres, devenues fines comme la soie, lâches, élastiques comme le chewing-gum? Elles ne la retiennent plus que par un fil. Un fil qu'elle déroule jusqu'à l'enfance, choyée par sa maman, puis qu'elle enroule au gré des souvenirs, flottant fouillis dans sa mémoire. Sa mémoire, dont l'émail déchiré ouvre des béances abyssales qui la rendent muette, le regard perdu au beau milieu de sa vie. Sa vie ne lui offre plus de repères. Lorsqu'elle s'en va courir l'océan des souvenirs, elle ne ramène que de maigres prises. Des prises sous forme de bribes, mais qui, emboîtées dans le puzzle qu'elle s'efforce de reconstituer, font naître encore un paysage, un visage. Le visage de l'enfance, heureuse en Alsace. Celui de l'amante dans les bras de son mari. Celui, après la naissance de leur 6e,
de la félicité accomplie de mère de tous les courages, quand le bétail a été abattu, quand elle a arraché son fils à la mort, quand est revenu ensanglanté son mari, qu'elle a chéri, qu'elle chérit encore, son refuge qui lui faisait prononcer à l'envi des « tant qu'on est deux, que peut-il nous arriver ?» Et elle le serrait fort entre ses bras. Ses bras qui ont tenu tant d'enfants après-guerre dans des lits en forme de radeau, qui ont pioché, récuré, soigné, apaisé, et qui ne servent plus qu'à tenir ses mains. Des mains noueuses, certes, mais habitées encore par une grâce toute maternelle, lorsqu'elles épousent la courbe d'une joue et font naître un sourire. Le sourire dont elle s'est fait un rempart contre l'angoisse de ne plus avoir soif de l'autre, de voir se tarir ses sources, elle qui était devenue un puits de gratitude. Une gratitude mise à mal par les velléités de résistance de la femme de caractère qui bouscule l'ordre, repousse les aides prodiguées, des aides dont elle ne pourra plus se passer, comme un bateau échoué sur le sable et qui reprend vie grâce aux marées, attendant celle qui va rompre le mince fil de ses amarres et l'emporter au large, loin de la chambre rose, où le tableau de sa maman veille sur elle, petite chose fragile. Pour aimer la vie. J'ai fait récemment l'expérience d'accepter de mourir. Pas de mourir, non. Juste accepter de mourir. Pas juste simplement se dire je vais mourir, non. Se vivre sans ce qui nous fait vivre. Sans la poignée de main du matin. Sans le petit verre de vin rouge avec le fromage, sans feuilleter les pages du livre, sans poser sa tête sur une épaule amie. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, ça m'a fait drôlement aimer la vie.
rupture. Ce n'est pas en raison d'un pédoncule devenu sec que le fruit décide un jour de rompre avec l'arbre. C'est en raison du poids d'espérance de sa pulpe. Mains jointes. Venant d'un seul, elles sont prières. Venant de deux, elles sont amour. Venant de plusieurs, elles sont alliance. Jamais mains jointes ne seront affront. Arbres frères, ils ne se tiennent plus droit, l'ont-ils jamais été? Le vent les a pliés, mais ils n'ont pas renoncé à tendre vers le ciel la prière courbe de la terre. Tandis que s'éteignent les derniers anges de mer. Les anges de mer, ce sont des poissons, de la famille des requins, herbivores, qui vivent sur le plateau continental de l'Atlantique et de la Méditerranée. Ils sont inscrits sur la liste critique des espèces en voie de disparition. Il n'est rien qui ne me parle. Soupir, gémissement, râle, jusqu'à ce silence assourdissant de ces derniers qui vont s'éteignant. Mais qu'entends-je vraiment de cet appel qui sourd de la terre? Rien, qui ne m'atteigne assez, me bouleverse assez pour éteindre tout désir d'accaparement. Tandis que s'amassent autour de moi les biens qui me soulagent et me rassurent. S'étouffe le son rauque du vivant qui me hèle de toutes ces espèces menacées. Réveille-toi, murmure le grand séquoia. Sors de ta léthargie, susurrent les coraux. Va au-devant de toi, dit le poisson-lune. Réconcilie-toi avec la vie, chante la tortue lutte. Mais qu'entends-je vraiment de cette polyphonie grêle des gisants? Rien.
qui ne m'étreigne assez, ne me blesse assez pour tarir les sources de l'avoir et laisser jaillir celles de l'être. Assez de ces mains de prédateurs. N'ai-je pas en moi les racines du ciel qui m'indiquent de m'élever à la juste hauteur de l'homme, celles qui n'épuisent pas la terre qui le porte? Mais peut-être dois-je accepter de conjuguer l'homme au passif, accepter d'accueillir ce qui est au lieu de prendre ce qui vient, accueillir sans gain ni profit les offrandes déposées sur la table du jour, la main que me tend l'aube hésitante, la brèche dans l'enceinte de mes certitudes, accueillir en m'en laissant imprégner la lumière qui transforme la matière, accueillir comme autant de grâce les petites morts qui conduisent à la vie. Il n'est rien qui ne me parle, jusqu'à cette voix entendue ce matin, où se mêlent le tragique et la beauté, et me prie de parler pour eux. Je suis incapable de vous dire pourquoi les feuilles, quand elles touchent le sol, ne font pas de bruit. Mais je sais qu'elles ont crié lorsqu'elles ont quitté la branche au petit matin. Je suis incapable de vous dire qui, de la terre ou des racines, a le plus besoin de l'autre. Mais je sais qu'elles sont de ces couples qui vont, main dans la main, sans que l'âge n'ait de prise sur eux. Je suis incapable de vous dire où va la plainte du vent lorsque les ailes lui résistent. Mais je sais qu'il a conscience de nous soulager en prenant part à l'effort. Je suis incapable de vous dire comment la roche a acquis sa dureté de roche, mais je sais ce que les sommets et les glaciers lui doivent. Je suis incapable de vous dire quand la fleur a pour la première fois été touchée par le soleil, mais je sais que lui s'en souvient très bien, qui depuis revient la voir chaque jour. Je suis incapable de vous dire comment ce qui a présidé au choix des couleurs sur les papillons. Mais je sais que pas une fois le peintre n'a eu à reprendre le tableau. Je suis incapable de vous dire combien de temps durera encore le fragile équilibre. Mais je sais qu'il nous reste peu de temps pour réenchanter notre lien à la terre.
Les lieux-dits de l'enfance n'ont pas de frontières. Ils promènent leurs noms, graves ou joyeux, dans notre mémoire, dévoilant sur notre visage leur paysage secret, de ruisseaux et de rires, de grottes et de peurs. Choses. Il suffit de nommer les choses par leur nom pour les voir arriver, avec leur visage souriant, leur robe légère. Elles n'attendent qu'un geste pour dévoiler leur trésor. Eh bien, mesdames et messieurs, si vous m'accordez encore un petit peu d'intérêt, je vais prononcer devant vous une conférence intitulée « Le regard de l'autre, qui peut s'en saisir ?» Je ne me souviens plus du titre de la conférence. L'image de soi, bien sûr, l'image de soi. Qui peut s'en saisir si ce n'est le regard de l'autre? Quel sujet, n'est-ce pas? Le visage, l'image, soi, l'autre, s'ouvre soudain un abîme. Mais j'hésite à poursuivre parce que je vois bien que vous me regardez. Mais vous ne me voyez pas vraiment. Parce qu'entre vous et moi, il y a mon image. Et pour aller au-delà, il faudrait du temps. Et comme du temps, nous en avons de moins en moins, on se contente de saisir l'image. Vous me saisissez? L'image de soi, qui peut s'en saisir si ce n'est le regard de l'autre? Je vois bien dans vos regards que vous cherchez à me saisir. Vous vous dites, y a-t-il là une pensée originale qui mérite que j'y jette un œil? Alors là, je vous arrête tout de suite. Parce que si vous vous contentez de jeter votre œil comme ça, par curiosité, il va manquer sa cible. Et vous revenir immanquablement avec le sentiment d'être resté à la surface, d'avoir vu quelqu'un de superficiel. Non.
Pour connaître quelqu'un vraiment, il faut pouvoir le pénétrer. Du regard. Parce que si chaque fois que vous croisez quelqu'un, vous mettez en avant votre image, comme un bouclier, comment voulez-vous qu'on se rencontre, qu'on se comprenne? Il faut accepter de se mettre à nu. Pas pour que l'autre se rince l'œil, mais pour permettre au regard de franchir l'écran. Une fois, ça m'est arrivé. J'ai senti mon image captée par un regard qui m'avait transpercé. Et j'ai vu mon image prendre vie dans le regard de l'autre. Oh, quelle drôle d'impression! Elle ne se contentait pas simplement de paraître, elle était moi, plus encore que chez moi. Ça a duré quelque temps, et puis elle est revenue. Parce que l'image de soi qui danse dans le regard de l'autre, ça n'a qu'un temps, le temps des amours, qui n'est pas le même que le temps de l'amour, ou de l'amitié, ou de ces sentiments au long cours, où il n'est plus question de saisir quoi que ce soit, mais d'être saisi. Non pas par le regard, mais par le cœur. Vous me saisissez là. Je le sais. Parce que je me sens comme ravi. Les âmes sœurs, qu'est-ce qui fait de deux âmes qu'elles sont sœurs ou qu'elles le deviennent? Assurément pas la naissance, puisque les âmes ne meurent jamais. Elles deviennent sœurs par la rencontre, à partir de cet océan d'immortalité dans lequel elles baignent. Peu importe les raisons pour lesquelles elles se rapprochent l'une de l'autre, lorsqu'elles sont toutes proches, elles entament leur dialogue. Et ce dialogue dépasse le corps, qui n'est là que pour donner vie à leur rire, à leur chuchotement, en laissant échapper une langueur, un frisson, une larme, parfois, de joie. Qu'ont-elles donc en commun, ces deux âmes qui se disent sœurs, si ce n'est qu'elles se reconnaissent avec assez de similitude pour se comprendre et de différence pour se surprendre. Elles se tiennent à l'écart de la grande sœur passion qui cherche à fusionner tout ce que son feu touche. Elles, les deux sœurs, veulent garder leur singularité. Elles tiennent l'altérité en grande estime. Elles savent que pour rester complices, il leur faut garder toute une part de mystère et ne dévoiler que ce qui pourra nourrir une délicatesse nouvelle dont les yeux embués ne seront que l'infime trace de cette vague venue de très loin.
L'instant d'après, il fut comblé. Mais à l'instant même, il était dévoré par le doute. L'instant d'avant, il avait tant espéré. Insaisissable instant. Évanoui sitôt qu'apparu. Que nous veux-tu? On te prie, on t'implore, juste un instant, rien qu'un instant. On cherche à te retenir pour ne pas perdre un instant. On t'adule, on te qualifie de rare, de précieux. Instant, étincelle, d'où jaillis-tu, où disparais-tu? Avec toi, le plaisir, l'amour, le goût d'intemporel, l'éclair, le jaillissement, le divin. Avec toi, le dernier souffle au seuil de la mort. Instant. Dans quel repli du temps prends-tu refuge? Et pourtant, n'es-tu pas le seul à contenir la vie, le seul à animer la suite des âges? Toi, la fragilité même, toujours renouvelée. Fugace instant, comment trouver son éternité en toi? Et nous voilà arrivés à la fin avec ce dernier tout petit texte de concert. Sentir en soi une petite note de musique, juste, légère, harmonieuse, unique, lorsque tout en nous agit de concert. Cela voudrait-il dire un bis? Oui. Alors, ce n'est pas véritablement un bis, mais je vais vous montrer. Voilà, l'exemplaire n'est pas encore en vente, ça sera cette semaine. Mais c'est le livre duquel était tiré le récital actuel. Et puis, ce livre vient de paraître. Il s'appelle « Conversation avec les fleurs ». Donc, on pourra l'acquérir à partir de la semaine prochaine. C'est des exemplaires prototypes. Et je vais vous lire un des propos que m'a tenu une des fleurs que j'ai rencontrée en marchant au cours d'un chemin
chemin de Compostelle qui m'a amené de Pau en Espagne, je suis revenu en France, je suis reparti. Je marche assez souvent sur les chemins de Compostelle. Et je vais vous en dire, vous avez un tout petit peu de temps, je vais vous en dire deux. On va commencer par la marguerite. Je ne sais pas par quel hasard m'est dévolu, parmi toutes les plantes, le soin de dire aux amants s'ils s'aiment un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Mais je peux vous dire que ce n'est pas de tout repos. D'abord parce que je perds tous mes pétales. Ensuite parce que j'assiste parfois à des déceptions telles que ça me fend le cœur. Celui qui me reste. Et que ne butinera plus aucune abeille. Il faut les voir, tout palpitants lorsqu'ils commencent à tirer sur mes ligules blanches. Le premier a dit « Je t'aime ». L'autre l'a regardé, a dit un peu, et le jeu s'est poursuivi. Il ne me reste plus que 3 ou 4 pétales, mais déjà ils savent, car ils ont compté. Et c'est là que je vois leur visage se modifier, où je mesure combien leur amour est encore fragile, combien ils ont besoin d'être rassurés. Parfois, c'est une jeune fille qui me consulte en secret. Elle ne sait pas encore, je l'aime un peu, beaucoup. Mais je sais déjà qu'elle ne tiendra pas compte de mon verdict. Comme vos émois sont attendrissants, comme les sentiments sont ténus, comme l'amour est fragile. Voilà ce que m'a dit la marguerite. Je vais vous dire ce que m'a dit la rose, qui n'est pas tout à fait du même tonneau. Poète, tu as fait de moi le symbole de la perfection. Tu m'as associé à la pureté, à la fraîcheur, à la délicatesse, à tout ce que tu aimerais rencontrer chez l'être aimé. Tu as embaumé tes vers de mon parfum capiteux. Tu m'as même élevé au rang de mystique. Mais ne vois-tu pas que, sitôt éclose, je ne suis déjà plus celle que tu vois? Quand chanteras-tu la véritable nature des choses? Quand perceras-tu le mystère au cœur de la vie? Quand trouveras-tu les mots pour dire que le vivant n'est beau que parce qu'il sait devoir disparaître? Chante cela qui m'habite. Chaque instant est sacré. L'instant où je nais du désir de la plante, l'instant où j'apparais au zénith de ma beauté, l'instant où mes pétales fanés laissent place aux fruits, l'instant où je retourne nourrir la terre qui m'a porté. Lorsque tu pourras voir au-delà de l'apparence, lorsque, au-delà de l'apparence où tout est séparé, laideur, beauté, mal, bien, lorsque tu percevras l'unité d'où tout est engendré, tu comprendras que c'est la naissance qui est l'opposé de la mort et non la vie, qui elle est éternellement belle. Alors, la beauté, comme la vie, ne sera plus simplement l'objet de ta contemplation, mais le sujet de ta joie. C'est ce que dit la rose. Parade dans ce spectacle Guillotine Lucéran.
Merci particulier à Odile qui a enregistré ce spectacle pour en faire voilà, un petit moment à garder, à présenter éventuellement. Merci à Brigitte qui l'a soutenu en assistant. Et merci à vous qui vous êtes déplacés pour ce soir, pour venir voilà, à une heure tardive un dimanche. Et je vous souhaite de bien rentrer chez vous pour démarrer la semaine, pour ceux qui la démarrent.